en forme pour nous répondre. Voilà donc pour cette audition d'Arnaud Montebourg. À suivre, la suite des discussions sur le collectif budgétaire 2012. Il s'agit du premier acte du quinquennat de François Hollande qui est débattu toute la semaine au Sénat après avoir été adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Tout de suite, direction l'hémicycle. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Monsieur Philippe Dallier et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire ont déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Monsieur Philippe Dallier a la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Espagne s'enfonce dans la crise, les marchés financiers s'affolent, les agences de notation s'interrogent maintenant sur la capacité de l'Allemagne à faire face. Et pendant ce temps-là, que faisons-nous? C'est le sens de la question préalable que j'ai l'honneur de défendre au nom du groupe UMP sur le premier texte financier que nous présente ce gouvernement. L'objet d'une question préalable, mes chers collègues, vous le savez aussi bien que moi, est de s'interroger sur l'opportunité d'un texte. C'est-à-dire, messieurs les ministres, si cette question nous semble pertinente, tant nous nous interrogeons sur l'adéquation des dispositions de votre collectif à la situation du pays, de l'Europe et du monde. Si j'osais, pour décrire ce sentiment de décalage que nous ressentons, je parlerais de l'insoutenable légèreté du moment, paraphrasant le président de notre commission des finances, alors rapporteur général, qui avait parlé de l'insoutenable légèreté de la dette. En effet, le premier texte financier d'une nouvelle législature, a fortiori d'une nouvelle majorité, revêt un caractère hautement symbolique. On était donc en droit d'espérer que ce collectif nous démontre que vous avez pris la mesure des choses et qu'il trace clairement pour les 5 années à venir le chemin de la future politique économique et budgétaire du gouvernement. Ce n'est manifestement pas le cas de ce texte, sans grande ambition, qui a pourtant un mérite, celui de nous renseigner sur ce que sera le fil d'Ariane de votre politique, augmentation des impôts et des taxes en tout genre, à l'exclusion de toute économie, auquel vous vous refusez encore, mais pour combien de temps? Quant à comprendre ce que vous comptez faire, par exemple, pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, sujet majeur s'il en est, ce n'est pas ici que nous trouvons la réponse. Au contraire, vos premières décisions vont la dégrader. Comment trouverez-vous les 25 à 30 milliards qu'il vous faudra dégager l'an prochain pour rester en ligne avec notre objectif de réduction du déficit public? Pas plus de réponse ici. Il nous faudra donc attendre la loi de finances initiale pour 2013 afin d'y voir plus clair, même si des ballons d'essai ont été lancés, je pense à la CSG notamment, mais à ce jour, le Parlement reste dans l'attente de vos décisions, alors que le temps presse de plus en plus. C'est pourquoi nous nous interrogeons très sérieusement, messieurs les ministres. Avez-vous bien pris la mesure de la gravité de la crise économique et de l'urgence qu'elle impose? Avez-vous bien conscience, contrairement à ce que dit Mme Aubry, des marges de manœuvre réduites dont vous disposez? Êtes-vous véritablement décidé à engager la France sur la voie du retour à l'équilibre de nos comptes publics et d'une meilleure compétitivité de nos entreprises dans les meilleurs délais? Si la réponse à ces questions est oui, et je veux bien vous en faire crédit, messieurs les ministres, alors que faisons-nous là, si ce n'est perdre du temps? Croyez-vous que nous soyons à l'abri, derrière les décisions prises lors du dernier sommet de Bruxelles, que vous nous avez peut-être un peu trop vite présenté comme un brillant succès de la diplomatie française, préférant lâcher l'Allemagne, cet allié si peu solide, pour nouer une alliance de revers avec 2 États en pleine prospérité, l'Italie et l'Espagne? À l'évidence, le texte dont nous entamons aujourd'hui l'examen n'est pas le texte fondateur d'une nouvelle majorité, pas plus qu'il ne réponde à l'urgence. Il n'est qu'un simple collectif budgétaire à portée limitée. Alors soit, même si nous le déplorons, puisque vous le voulez ainsi, eh bien, examinons-le comme tel. Ce collectif permet-il, selon l'esprit de la LOLF, d'adapter au plus près de l'évolution de la conjoncture les prévisions de recettes et de dépenses de l'année? En 2011, nous en avions examiné 4. Le gouvernement d'alors avait ainsi voulu jouer la plus grande transparence face à une conjoncture qui se dégradait plus vite que prévu. Et à l'époque, notre ancienne collègue Nicole Bricq n'avait pas manqué de critiquer cette méthode, reprochant au ministre du Budget de toujours surestimer le taux de croissance, alors même qu'en 2011, nous avions été prudents, aussi prudents que le consensus des économistes.
Le changement venu, nous serions donc, mes chers collègues, en droit d'attendre du nouveau gouvernement un collectif budgétaire suffisamment prudent pour être assuré de ne pas y revenir d'ici la fin de l'année. Monsieur les ministres, autant vous le dire tout de suite, je n'en crois rien, pas plus que notre rapporteur général d'ailleurs, resté en commission très évasif sur le sujet. Alors, mes chers collègues, je repose la question, pourquoi sommes-nous ici, puisque nous nous reverrons sous peu, probablement en septembre ou en octobre, pour répondre à la même question, comment atteindre l'objectif de 4,5% de déficit public en 2012. Le Parlement, réuni en session extraordinaire en septembre, est donc mieux éclairé sur l'évolution de la conjoncture, n'aurait-il pas été plus efficace? La réponse est certainement oui, d'autant qu'il existe une réserve de précaution, j'y reviendrai. Ce collectif budgétaire n'est en réalité rien d'autre qu'une entreprise de déconstruction, un texte purement idéologique dont l'unique objectif est de défaire ce que la majorité précédente a fait, en quelque sorte l'ultime avatar de la campagne électorale que vous avez en plus tenté de déguiser. Vous avez commencé par nourrir le soupçon à l'égard de la gestion de la précédente majorité, vous avez essayé d'instrumentaliser la Cour des comptes en lui demandant un audit sur l'état de nos finances publiques. Or, chacun le sait, la Cour rend chaque année en juin un rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Il était donc inutile de parler d'audit, encore moins de faire peser le doute sur l'indépendance de cette remarquable institution, d'autant que le rapport rendu est sans ambiguïté. En constatant l'amorce d'une stratégie de consolidation budgétaire, il donne acte, ce rapport, au précédent gouvernement d'avoir remis les finances publiques de notre pays sur une trajectoire viable, une fois le premier choc de la crise passé. Et ce choc fut très rude. Vous oubliez, mes chers collègues, systématiquement de le rappeler. Monsieur le ministre, dans son propos cet après-midi, nous a beaucoup parlé de 2007, nous a beaucoup parlé de 2012 et de 2011. Il oublie simplement de nous parler d'un événement majeur qu'a été la crise de 2008 et 2009. Et vous savez bien, mes chers collègues, l'impact qu'a eu cette crise. Alors, l'argument de l'audit ayant fait pchit, vous avez ensuite tenté, pour justifier l'urgence, de faire croire que le gouvernement précédent aurait laissé une ardoise cachée d'une dizaine de milliards, mais cela non plus n'a trompé personne. La Cour des comptes l'a d'ailleurs pleinement confirmé, les moins-values de recettes sont évaluées entre 5,8 et 10 milliards. Vous retenez, messieurs les ministres, 7,1 pour l'ensemble de l'année, ces moins-values s'expliquant pour l'essentiel par les faibles rentrées de l'impôt sur les sociétés dues au ralentissement économique. Mais pour faire face à ces aléas conjoncturels, la réserve de précaution disponible était en mai dernier de 5,4 milliards, le chiffre vient de la Cour des comptes, auquel nous pouvons ajouter 800 millions en 2012 et 2,6 en année pleine à partir de 2013, dû à l'augmentation de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du capital que nous avons voté et que vous maintenez, alors qu'ils devaient financer la baisse du coût du travail dans le cadre de la TVA compétitivité. Voilà donc au total 6,2 milliards à votre disposition, Monsieur le ministre, sur les 7,1 que vous cherchez. Il n'y a donc aucune ardoise cachée. Ce collectif budgétaire ne s'impose donc pas, dans l'immédiat en tout cas. Votre premier souci est bien de défaire, par pure idéologie, ce que la précédente majorité a construit. C'est bien là le cœur de ce projet de loi de finances rectificative. À ce titre, je retiendrai 3 mesures emblématiques. La suppression brutale des exonérations de charges et la refiscalisation des heures supplémentaires, l'augmentation des droits de succession, la suppression de la TVA compétitivité. Et en plus, vous voudriez nous faire croire, contre l'évidence, que toutes ces réformes sont justes et ne toucheront pas les classes moyennes. Chacun sait bien ce qu'il en est. La suppression des exonérations d'heures supplémentaires a bénéficié à 9 millions de salariés qui gagnent 1 500 € par mois environ et perçoivent ainsi à peu près 450 € de plus par an. Est-ce que ceux-là sont les riches dont vous parlez tout le temps? Est-ce que ce sont eux qui doivent payer pour réduire nos déficits? Riches, l'aide-soignante hospitalière ou l'enseignant qui travaille quelques heures de plus par mois. Riche, l'ouvrier ou l'agent de catégorie C de la fonction publique. Où est donc ici la justice sociale et fiscale dont vous vous targuez tant? Votre unique réponse est, comme au bon vieux temps de la mise en place des 35 heures, une conception malthusienne du travail. Le travail aurait atteint son maximum et deviendrait rare. Il n'y aurait donc qu'une solution, le partager. Mesdames et messieurs, quelle erreur! Non, messieurs les ministres, ce n'est pas en pénalisant les heures supplémentaires que vous créerez plus d'emplois, c'est une chimère.
En les supprimant, vous rigidifiez un peu plus notre marché du travail, qui n'en avait vraiment pas besoin en cette période. Quant à l'abaissement du plafond des droits de succession de 160 à 100 000 euros, il ne pénalise pas vraiment les plus aisés, pour qui cette différence de 60 000 euros ne représente proportionnellement qu'une faible part de l'ensemble du patrimoine transmis. En revanche, il concernera bien les classes moyennes, notamment celles qui ont pu acquérir un bien immobilier en zone urbaine tendue. On pense souvent à la région Île-de-France et même à un département comme la Seine-Saint-Denis, car votre dispositif ne tient pas compte du renchérissement du coût de l'immobilier. Autre mesure totalement dogmatique, la suppression de la TVA compétitivité de nos entreprises. Compétitivité qui était un moyen d'accroître à court terme la compétitivité de nos entreprises par une baisse des charges patronales. Cette mesure était calibrée pour être faiblement inflationniste le moins possible et la plus créatrice d'emplois possible, puisqu'elle était ciblée sur les bas salaires. Elle avait aussi l'extrême avantage de porter sur les importations et de les faire ainsi contribuer au financement de notre protection sociale. Là aussi, par pure démagogie, vous supprimez le dispositif, alors que la Commission européenne, comme la Cour des comptes, vous conseille de ne pas augmenter les prélèvements pesant sur le coût du travail, et vous faites le contraire, dans l'attente, à l'automne peut-être, de vous résoudre à augmenter la CSG, mais dans quel but? Réduire le déficit, réduire le coût du travail, un peu des deux. Vous ne le dites pas plus que vous ne dites que cette augmentation de la CSG se traduira par une baisse du pouvoir d'achat, de façon peut-être plus sensible encore pour les plus modestes que celle de la TVA. En effet, messieurs les ministres, notre dispositif ne touchait pas au taux applicable aux produits de première nécessité, qui représentent une part plus importante dans le panier de la ménagère modeste. Par ailleurs, il est assez facile de comprendre que ceux qui consomment le plus, les plus aisés, auraient été plus impactés et surtout, je le répète, les importations étaient mises à contribution. C'est là tout l'intérêt de cette TVA. Vous préférez vous enfermer dans votre dogmatisme. Nous le regrettons, d'autant plus que vos choix sont dangereux d'un point de vue économique, car ils renchérissent le coût du travail. C'est bien le cas pour le retour partiel à la retraite à 60 ans, financé par une hausse de cotisation, du coup de pouce au SMIC, de la TVA, de l'abandon de la TVA compétitivité, de la suppression des exonérations sur les heures supplémentaires. Comment peut-on nier à ce point la réalité et les expériences de nos partenaires européens qui ont réussi, par l'abaissement ou la limitation du coût du travail, à obtenir des résultats meilleurs que les nôtres en termes de croissance et d'emploi? Je l'ai dit, une première loi de finances pour une nouvelle majorité aurait dû, à tout le moins, donner des orientations stratégiques, fixer le cap. Or, nous sommes aujourd'hui dans la confusion la plus totale et il nous est très difficile de discerner vos choix, y compris pour la loi de finances initiale que nous discuterons à la rentrée. Vous renoncez déjà à des promesses du candidat Hollande et parfois ce n'est pas plus mal. Par exemple, la réforme de la fiscalité des carburants qui aurait vraisemblablement été coûteuse et faiblement efficace. Vous êtes en train de prendre conscience de l'inutilité du doublement du plafond du livret A, qui déstabiliserait profondément le marché de l'épargne et reviendrait à créer une nouvelle niche fiscale pour les plus aisés, ce qui serait quand même un comble. Vous annoncez des dépenses supplémentaires, plus de contrats aidés, augmentation de l'allocation entrée scolaire, hausse du SMIC, sans dire comment elles seront financées, ce qui rendra l'ajustement structurel de nos finances publiques encore plus difficile quand vous aurez à le faire, parce qu'il faudra bien le faire. Vous n'envisagez pas de réduire sérieusement la dépense publique. Au contraire, vous annoncez la création de postes dans certains secteurs de la fonction publique et vous ne dites pas quelles en seront les conséquences pour les autres. Or, un rapide calcul montre que, hors secteur prioritaire, on ne peut maintenir les effectifs que par le non-renouvellement de 2 départs sur 3, et vous jugiez si sévèrement notre règle du 1 sur 2. À ce stade, votre réforme de l'impôt sur les sociétés n'est pas claire du tout et on ne sait pas comment elle s'articule avec votre projet de refonte de la suppression de la taxe professionnelle, à moins que vous ne l'ayez également déjà abandonné. Quant à la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, on n'en entend plus parler. Où allez-vous? Comment réussirez-vous dans ces conditions le rééquilibrage de nos finances publiques? Malheureusement, vos projets, pour ce que nous en savons aujourd'hui, augmenteront le coût du travail et la dépense publique. Il ne vous reste alors qu'un moyen de les financer,
l'augmentation des impôts et des taxes. C'est la logique dans laquelle vous êtes. La conséquence est un choc fiscal dont notre pays aura du mal à sortir indemne. Ce choc a été évalué à 30 milliards par le président de notre commission des finances. Ce n'est pas une bagatelle. Alors, faudra-t-il au moins avoir le courage de le dire clairement à nos concitoyens et à la représentation nationale? Pour conclure, nous souhaitons que le principe de réalité l'emporte et que vous tiriez les leçons de 1981 ou plutôt de 1983. Car en économie, le dogmatisme est dangereux, surtout que la dévaluation n'est plus possible et que l'an prochain, notre pays sera vraisemblablement le premier émetteur de dette de la zone euro. Ce principe de réalité signifie, Messieurs les ministres, que le gouvernement aurait dû engager sans tarder les réformes qui assureront la compétitivité de notre pays, seul moyen de créer des emplois et de préserver notre modèle social. Or, le présent projet de loi de finances rectificative ne répond pas à cet objectif. Ce n'est pas une loi de réforme fiscale, ce n'est qu'un règlement de compte post-électoral qui ne prépare pas l'avenir. Et pourtant, il y a urgence, Messieurs les ministres. Non, ce texte n'est pas celui dont la France a besoin. Il est même mortifère, car il serine aux oreilles de nos compatriotes une petite musique, celle d'une chanson qui préfigurera une grande catastrophe. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Seulement, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. C'est pourquoi, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, j'ai l'honneur de vous demander de voter cette question préalable. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean Germain contre la motion. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur Dallier et son groupe estiment que le présent projet de loi de finances rectificative ne répond pas aux circonstances. Il ajoute que les propos du ministre dans la présentation de ce projet de loi de finances rectificative ne l'ont pas suffisamment renseigné. Nous n'avons certainement pas assisté à la même séance, puisque je crois partager le sentiment de beaucoup de collègues dans cet hémicycle. Nous avons eu, je pense, un exposé extrêmement clair, des réponses précises et, j'ajoute, une prestation brillante. Je dirais à M. Dallier et à son groupe que, dans sa présentation, il n'est fait nulle part mention d'un élément extrêmement important: qui a été au pouvoir dans les 10 dernières années et qui laisse le pays dans cet état. Je ne vais pas faire un panorama complet indiquant ou visant à indiquer finalement qu'est-ce que serait une bonne politique économique et fiscale. Je pense que les ministres qui sont ici, je le dis parce que je le crois, sont plus capables que moi de le faire. Mais je voudrais répondre à la question qui sous-tend finalement votre question préalable. Le présent projet de loi de finances ne propose pas une réforme fiscale, mais une revanche fiscale. Alors, sans effet de manche, mais en essayant d'être très sérieux, je voudrais essayer de vous dire comment je ressens ce dont on parle. Quelle est cette revanche fiscale dont serait coupable le gouvernement? Il me semble que pour procéder à un redressement des finances publiques, dont notre pays a besoin, mais dans un souci de justice, le gouvernement a tout simplement décidé de faire surtout appel à la contribution de ceux qui ont bénéficié, parfois de manière déraisonnable, des décisions de ces dernières années. Et je voudrais reprendre ces impôts qui sont présentés dans le projet de loi de finances rectificative les uns après les autres. La contribution exceptionnelle sur la fortune. Faire contribuer davantage les contribuables les plus fortunés à l'effort financier national, tout en répartissant équitablement la charge fiscale supplémentaire que suppose ce redressement,
C'est une revanche? Contre qui? Contre les plus fortunés? Contre ceux qui ont été ultra protégés par la kyrielle de mesures d'exonération prises par le gouvernement précédent? Contre ceux qui ont été littéralement assistés par l'État, c'est-à-dire par les plus nombreux, par les plus modestes? Revanche, non. Contribution à l'effort national de diminution de la dette, creusé en grande partie par les allègements fiscaux accordés à ceux qui souffraient le moins du poids de la fiscalité. La suppression des allègements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires. Dans la situation présente de la France, alors que le chômage est massif, que les destructions d'emplois se multiplient et que les capacités de production sont excédentaires au regard de la demande, la France était sans doute le seul pays au monde à avoir institué un système de destruction d'emplois financé par des fonds publics. Cette suppression, c'est une revanche contre qui? Éviter une hausse de 1,6 point du taux normal de TVA. Éviter une hausse de 1,6 point du taux normal de TVA qui aurait été préjudiciable au pouvoir d'achat des ménages et partant à la consommation et à la croissance, c'est une revanche contre qui? Le maintien de la hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Les revenus du capital ne devraient-ils pas participer au progrès de la justice fiscale? Je rappelle qu'une part de cette ressource sera affectée à la Caisse nationale des allocations familiales afin de financer le relèvement de l'allocation de rentrée scolaire. Revanche contre qui? Une autre part sera affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse dont la situation se trouve plus dégradée que ce qui avait été présenté au Parlement dans le cadre de la réforme des retraites de 2010. Revanche contre qui? Le doublement de la taxe de risque systémique des banques. Une taxe de risque systémique est acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'autorité de contrôle prudentiel et soumise à des exigences minimales en fonds propres. Le doublement de cette taxe est-il une revanche ou le simple renforcement de précaution d'une assurance contre un risque que nous n'arrivons pas à écarter, faute de pouvoir imposer des règles prudentielles suffisamment contraignantes à un secteur économique puissant et trop fréquemment imprudent? Le versement anticipé de la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés. Revanche, je crois que le ministre cet après-midi l'a bien expliqué, ce n'est qu'une anticipation et qui est nécessaire dans le cadre des recettes de l'État en 2012. La contribution exceptionnelle du secteur pétrolier. C'est une contribution exceptionnelle due au titre de l'année 2012 par les entreprises détentrices de volumes de produits pétroliers placés sous un régime suspensif fiscal situé sur le territoire de la France métropolitaine. C'est une revanche? N'est-il pas normal de faire contribuer à l'effort national un secteur florissant dont les profits sont réalisés essentiellement à l'extérieur de nos frontières? La hausse du forfait social. Ce forfait a été institué pour faire contribuer certains accessoires du salaire au financement du système solidaire de sécurité sociale. Il s'agissait d'atténuer les différences en termes de taux de prélèvements sociaux entre les gains et rémunérations assujettis aux cotisations sociales et certaines formes particulières de rémunération. Ce forfait relève, en matière de contribution patronale, d'une logique très proche de celle qui s'applique pour les salariés avec la contribution sociale généralisée. Et je rappelle que le produit de cette hausse sera réparti entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le Fonds de solidarité vieillesse, la situation de ce régime et de ce fonds s'avérant nettement plus dégradée que ce qui avait été présenté au Parlement dans le cadre de la réforme des retraites de 2010. Revanche contre qui? Le doublement de la taxe sur les transactions financières.
Le secteur financier a bénéficié, à la suite de la crise de 2008, d'un important soutien des États. En conséquence, le gouvernement a considéré qu'il était légitime de faire contribuer le secteur financier à l'effort collectif de redressement des finances publiques, d'autant que la crise est en partie le fruit du dysfonctionnement des marchés financiers. Revanche, non, normal et honnête retour sur investissement, pour reprendre un vocabulaire économique. La hausse des droits de mutation, de nombreux allègements de droits de mutation à titre gratuit consentis depuis 2007, notamment par la loi TEPA de 2007, ont principalement bénéficié aux contribuables les plus aisés, dans la mesure où seule la moitié des ménages vivant en France déclarent posséder plus de 150 200 € de patrimoine brut, soit un niveau supérieur à celui auquel a été porté l'abattement en ligne directe par la dite loi TEPA. Revanche, contre qui? Contre les héritiers? On pourrait, à la rigueur, parler de fiscalité pesant sur ceux qui laissent un héritage important. Mais de revanche contre les héritiers, point du tout. Mais je rappelle que notre Constitution proclame que la France est une république sociale qui recherche l'égalité réelle et, partant, la diminution des inégalités, surtout passives, et l'héritage en est une importante. La hausse du prélèvement social sur les stocks options. Le niveau des prélèvements sociaux sur les stocks options pose un problème d'égalité entre les salariés n'ayant pas accès à ces formes particulières de rémunération et ceux qui en bénéficient et qui sont souvent les mieux rémunérés dans l'entreprise. La mesure prise dans le projet de loi de finances rectificative vise donc à renforcer la convergence entre différentes formes de rémunération, dont certaines souffrent d'une faible utilité économique et sociale et ne sont pas liées à une production de valeur, alors qu'elles vont pouvoir apporter des ressources nouvelles utiles au financement de la protection sociale collective. Revanche, poser la question, c'est y répondre, et par la négative. Mes chers collègues, je pense que s'il y a une revanche, la présentation de ce projet de loi de finances rectificative est surtout la revanche de la réflexion sur l'improvisation permanente et l'adaptation aux sondages d'opinion. C'est la revanche de la réflexion sur la situation économique et sociale de notre pays. C'est la revanche de la réflexion sur la nécessité de faire que chacun puisse participer à l'effort de redressement national selon ses facultés contributives. Et dans cette enceinte, finalement, est-ce quelque chose de très différent de ce à quoi nous avons appelé, au travers des siècles, nos compatriotes, et notamment ici, Clémenceau, lorsqu'il appelait pour l'effort de guerre en 1917, chacun a participé à cet effort à due concurrence de son revenu et de sa situation. Nous sommes dans une période de guerre économique et finalement ce à quoi nous amène et nous demande de faire le gouvernement, c'est de participer à cet effort de redressement de notre pays, de le faire finalement dans la plus grande justice et en tous les cas, au moment où nous parlons, cela reçoit l'accord d'une importante majorité de nos concitoyens. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de la Commission. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. La question préalable qui est déposée relève donc du 3 de l'article 44 du règlement du Sénat, comme vous le savez.
Et cette question peut être adoptée pour que le Sénat décide, un, qu'il s'oppose à l'ensemble du texte, ou deux, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Alors, j'ai cru constater, si j'en juge parce que j'ai entendu tout cet après-midi, lors de la discussion, qu'il y avait, à première vue, une majorité pour ne pas s'opposer à l'ensemble du texte. Et il y a, au contraire, lieu de poursuivre la délibération, me semble-t-il, ne serait-ce que, mes chers collègues, pour débattre de ces nombreux amendements que l'opposition a bien voulu déposer sur ce texte et que vous souhaitez, bien sûr, voir débattus ici même. Donc, je crois que la commission des finances, qui a été saisie il y a un instant de cette proposition de question préalable, a jugé qu'il n'y avait pas à vous suivre sur l'adoption de questions préalables et qu'il était opportun de poursuivre la discussion au Sénat sur ce PLFR qui a, on l'a rappelé, des enjeux assez considérables, tant sur la place de la France en Europe à travers l'image qui est restituée par ces comptes et les évolutions budgétaires souhaitées, et bien entendu, quant à la mise en œuvre des orientations qui ont été validées par les électeurs il y a quelques semaines, il semble très important que ce PLFR puisse véritablement aboutir dans les délais qui ont été retenus, et dans ces conditions, je m'oppose bien entendu, et la Commission m'a suivi sur ce plan, à l'adoption de cette question préalable. Merci, Monsieur le rapporteur général. Contre. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'avis du gouvernement ne sera pas positif, vous vous en doutez. Je voudrais tout d'abord vous prier d'excuser mon absence de cet après-midi, qui m'a empêché d'assister à cette séance, mais il se trouve qu'il y avait des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, certaines un peu agressives, une situation de la zone euro qui justifiait que nous soyons l'un ici au Sénat et l'autre à l'Assemblée, et puis vous avez pu avoir ce débat avec Jérôme Cahuzac, avec Alain Vidalies. Le gouvernement ne chôme pas, contrairement à ce que peuvent prétendre certains sénateurs de l'opposition. Et pour ma part, j'ai, vous le savez, le plus grand respect pour cette haute assemblée, ce qui explique que je vienne vous répondre ici et maintenant. Alors, pour ce qui concerne la question préalable, les auteurs de cette motion estiment que le projet de loi de finances rectificative ne propose pas une réforme fiscale, mais une revanche fiscale. Et c'est sans surprise, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je me tourne vers la majorité que j'en demanderai le rejet. J'en demanderai le rejet parce que je crois que, outre le jeu de mots qui est de qualité discutable, je préfère souligner les enjeux et rappeler ce que nous cherchons à accomplir plutôt que de gloser sur je ne sais quel contenu idéologique supposé de notre action. Dans tout ce que nous entreprenons, Monsieur le Président, essayez de vous comporter avec la dignité qui convient à votre fonction plutôt qu'en porte-parole idéologique d'un parti. Calmez-vous, c'est très mauvais, vous savez. Je respecte l'opposition. Eh bien, vous exagérez quand même, car il ne m'a pas semblé que l'interruption, et je dirais même l'interjection, venait de moi. Bien, parfait. Je continue si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Allons. Je n'ai surtout pas de leçons à recevoir de vous. Donc, je continue si vous le voulez bien. Alors, dans tout ce que nous entreprenons, je respecte davantage l'opposition que vous ne respectez le gouvernement et la majorité. Et donc, je vous prierai aussi d'être dans cette attitude-là. C'est, je crois, la bonne. J'en viens maintenant à ce qui justifie nos choix, c'est-à-dire de déployer une politique cohérente, juste, et un mot que nous aimons bien et que je revendique hautement, le mot de réformiste. Et le projet de loi de finances rectificative s'inscrit clairement dans cette démarche. C'est une première étape et à un double titre. Première étape d'un redressement budgétaire indispensable qui va se dérouler sur l'ensemble du mandat, qui va évoluer progressivement. Et première étape aussi
d'une réforme profonde du système fiscal que nous voulons entreprendre, que nous commençons d'entreprendre. C'est donc pas une revanche, c'est un jalon. C'est le premier jalon du redressement dans la justice appelé par les Français de leur vœu. Dès que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est entré en fonction, il s'est attelé à traiter une crise budgétaire aux origines anciennes et dont nous connaissons en vérité les responsabilités. J'ai déjà eu l'occasion de répondre sur ce point au sénateur Dallier, qui décidément insiste. Nos objectifs en matière de finances publiques, nos objectifs en matière... Enfin, monsieur Marini, vous êtes assez incroyable tout de même. D'abord, conservez votre sang-froid. Monsieur Marini, calmez-vous. Je réponds quand même à un discours de monsieur Dallier dont chacun a pu apprécier ici la finesse, l'objectivité, la tolérance et qui était en vérité un discours de sectarisme. Alors s'il vous plaît, laissez aussi répondre. Ça s'appelle la démocratie et ça suppose à l'occasion une forme de confrontation. J'en reviens au fond. Nos objectifs en matière de finances publiques sont ambitieux. Il s'agit de ramener le déficit à 3% en 2013, de réduire le poids de la dette dans la richesse nationale dès 2014, puis de revenir à l'équilibre des comptes publics en 2017. Mais ce que je veux dire, et je me tourne là vers la majorité, c'est que nous ne devons pas simplement assumer, nous devons défendre avec fierté la trajectoire de finances publiques dans laquelle nous nous engageons, qui est aussi le marqueur d'un gouvernement qui sait où il va et d'un président qui marque un cap. Et cet effort de réduction des comptes publics, de redressement des comptes publics, il va se partager, contrairement à ce que j'ai entendu, équitablement sur le mandat entre les dépenses et les recettes. Je l'affirme ici. Vous savez tous quelle est la rigidité de la dépense publique en cours d'année. C'est pourquoi nous avons fait porter essentiellement pour ce PLFR l'effort sur les recettes. Mais en même temps, non, il n'y aura pas de matraquage fiscal, il n'y aura pas non plus d'oubli des économies de dépenses, il y aura les deux à la fois, de façon équilibrée sur l'ensemble de la mandature. Et Jérôme Cahuzac, pour qui vous votiez il y a une seconde, Madame la sénatrice, a rappelé ici que sur l'année 2012, sur 1,1 point d'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est vous qui êtes responsable de 0,8 points. C'est 15 milliards d'euros, soit 2 fois plus que ce que nous proposons ici, et même un peu plus de 2 fois plus. Et donc c'est à croire que certains aiment l'impôt encore 2 fois plus que nous. Notre politique budgétaire a un objectif que je redis, c'est le redressement budgétaire. Permettez-moi de revenir brièvement, pour achever ma réponse, sur le contenu de ce projet de loi de finances rectificative que nous vous proposons aujourd'hui. Idéologie, dites-vous, inopportun, inutile. François Marc a montré au contraire en quoi il était nécessaire et en quoi il fallait poursuivre. Le gouvernement entend en priorité faire contribuer à l'effort d'assainissement de nos comptes ceux que la crise a le plus épargnés, c'est-à-dire les ménages qui disposent d'une capacité d'épargne conséquente, qui supporteront près des 3/4 du montant des prélèvements supplémentaires sur les ménages, et les grandes entreprises qui sont, chacun le sait ici, soumises à des taux d'imposition effectifs plus faibles que les PME-PMI. Et là, il ne s'agit pas, encore une fois, d'une revanche, mais de justice, lorsque certains secteurs, aujourd'hui très prospères, confortés dans une situation fiscale privilégiée par la présente majorité, contribueront exceptionnellement d'ailleurs à l'effort de redressement des comptes en 2012. Et je pense ici à la taxe sur la valeur des stocks des produits pétroliers, par exemple, qui est une charge à la fois proportionnée et, encore une fois, juste. Elle se justifie d'ailleurs par les spécificités d'un secteur qui a vu ses profits s'accroître considérablement depuis 2004 et qui souvent échappe à toute imposition en France. La même logique d'équité s'applique aux ménages. Une contribution exceptionnelle permettra en 2012 de compenser le coût du bouclier fiscal, elle va toucher les personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur à 1,3 million d'euros. C'est une suppression temporaire du plafonnement pour une seule année qui n'a pas pour vocation de punir ni de décourager l'épargne, mais simplement d'associer à l'effort de redressement des comptes ceux qui sont le plus en mesure de le faire. Enfin, je dirais quelques mots des entreprises, où la même logique vaut, et aussi des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires instaurées par la majorité précédente, dont je veux dire un mot un peu plus long. J'entends ici, comme à l'Assemblée nationale, les protestations de l'opposition que je respecte hautement, mais les faits sont malheureusement têtus.
Les faits nous disent que la loi TEPA, à laquelle vous êtes toujours attachés, a fait malheureusement la preuve de son inefficacité. Comme l'a démontré le rapport de 2 députés, un de l'opposition d'alors et de la majorité d'alors, M. Malo et M. Gorge, qui écrivaient « Le mécanisme n'a pas produit une augmentation mesurable significative du nombre total d'heures travaillées ». Et si les heures supplémentaires ont augmenté, c'est largement parce qu'elles ont été mieux déclarées. Voilà pour le travailler plus. Et pire, on estime, c'est ce qui a été fait aussi par ce rapport, les emplois détruits par la mesure ou non créés du fait de la mesure, entre 40 et 80 000 sur la période. Convenez que dans une France qui est aujourd'hui minée par le chômage de masse, c'est un contre-effet. Et voilà pourquoi nous assumons tranquillement cette mesure. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est une question de valeur, c'est une question d'analyse économique, c'est une différence démocratique entre nous. Voilà ce que je voulais dire simplement pour répondre à votre motion. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur Dallier, une revanche fiscale. Je ne vois pas là de revanche, aucune revanche. Je vois là la justice ou un rééquilibrage si nous considérons que votre majorité d'alors a sans cesse privilégié ceux qui étaient les plus aisés. Je veux ajouter un dernier mot pour terminer par là où vous avez commencé, par vos remarques sur la zone euro, que j'ai trouvé, je l'avoue, du plus mauvais goût. Parce que cette question, je veux le dire ici, n'est pas une question qui doit justifier des divisions ou des polémiques. Vous avez parfaitement le droit d'en parler, mais Monsieur Marini, mais vous êtes fatigant. J'ai le droit aussi de répondre. Je pense pour ma part que cette question de la zone euro ne souffre pas de divisions, de polémiques, d'attaques mesquines, d'utilisation. Nous avons toujours, lorsque nous étions dans l'opposition, été sur ce sujet parfaitement patriotique, car il faut prendre conscience que c'est le pays tout entier qui doit être mobilisé pour dire à quel point nous sommes attachés à l'euro. Et oui, je le redis ici, devant votre Assemblée, je considère en effet que le Conseil européen des 28 et 29 juin, dont vous vous êtes moqué, est une étape importante dans la stabilisation financière de la zone euro. Ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas critiquer cela au prétexte que désormais il y a un autre président en France, c'est au contraire appliquer de manière stricte et rapide, les décisions qui ont été prises, un paquet de croissance qui était nécessaire, des mesures de stabilité financière indispensables, une intégration solidaire qui est l'avenir de l'Europe. Voilà, moi ce que je constate, c'est que sur un sujet comme cela, vous poussez des hauts cris, alors qu'en réalité, on a besoin de responsabilité et de mobilisation. Eh bien, si vous ne voulez pas être responsable sur cette question, nous le serons pour deux. Pour tous ces motifs, je demande le rejet de cette motion. Voilà donc pour les discussions autour du collectif budgétaire de 2012, qui, je vous le rappelle, est examiné toute cette semaine au Sénat. Vous pouvez bien sûr toujours retrouver la séance sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.